Voici la vieille Rolls-Royce Wraith de Marcus Rashford. Et aujourd'hui, nous allons la conduire pour la première fois depuis l'accident. Depuis que nous avons acheté cette Rolls-Royce aux enchères, nous avons appris à quel point les pièces Mansory sont chères. 1300. Quoi, pour ça? Et combien les pièces détachées de Rolls-Royce sont chères? 8959,91 livres sterling. Juste pour ça, c'est tellement cher que j'ai décidé qu'il valait mieux acheter un vieux modèle de Rolls-Royce. Et l'utiliser comme pièce détachée pour réparer celle-ci. J'espère juste avoir pris la bonne décision, car nous avons déjà commencé à la démonter. Et maintenant, Sue ressemble à ça. Elle ressemble plus à grand-chose. Mais je me sens encore bien à ce sujet, parce que je pense que nous faisons ce qu'il faut. Nous avons enlevé le châssis avant et le châssis arrière. Vous avez sûrement vu ça sur la deuxième chaîne. Maintenant, nous devons déterminer quelles pièces sont bonnes sur la vieille Rolls-Royce de Rashford et quelles pièces sont bonnes sur Sue. Et puis nous allons échanger les deux parce que celle-ci a fait 80 000 km et celle de Rashford n'en a fait que 1500. Nous voulons donc économiser autant que possible sur ce point. On va nettoyer ça maintenant. La bonne nouvelle, c'est que les pièces de cette Rolls-Royce ressemblent à celles de Rashford, même s'il s'agit d'un modèle plus ancien. On dirait que la seule chose qu'ils ont changé sur le lifting, ce sont les phares dans le pare-choc avant pour l'instant. Mais nous voulons aussi éviter autant que possible d'utiliser les anciennes pièces. Tout ce que nous allons remplacer là-dessus, sur la voiture de Rashford, c'est pas parce que la voiture de Rashford n'est pas catégorisée qu'elle est encore sous garantie. Ainsi, en cas de problème, tu seras toujours en garantie. Non pas que nous fassions ça, Rolls-Royce, non pas que nous fassions ça un jour, non. Mais si quelque chose ne va pas, on pourrait éventuellement le reprendre. Ce serait plutôt culotté, et nous devons juste espérer qu'il ne regarde pas les vidéos. Mais il est peu probable que nous ayons besoin de ramener tout cela sous garantie, parce que la plupart des pièces que nous utilisons sont des pièces en aluminium, rien de vraiment électronique. Mais maintenant, les deux sous-cadres sont nettoyés, et nous pouvons déterminer ce que nous allons garder et ce que nous allons remplacer. Une chose que nous allons changer de ce côté, c'est la suspension. Normalement, sur une voiture normale, vous avez un ressort et un amortisseur. Mais cette Rolls-Royce est tellement lourde. Vous avez l'impression d'être sur un bateau. C'est censé être vraiment rembourré et doux. C'est pour ça qu'ils ont une suspension pneumatique. Je pense que cela va être périmé. Donc, pour Rolls-Royce, ce sera un prix exorbitant. Donc, Sue va être sacrifié pour cette fois. C'est un sacré morceau de matériel. Je crois qu'il est tordu. Il se peut qu'il soit tordu. Je suis plié de rire. Nous nous sommes ensuite mis au travail pour enlever les choses dont nous ne voulions pas pour la Sue Rolls-Royce, comme la crémaillère de direction et la suspension du côté droit, pour obtenir un châssis avant nu, prêt à être monté sur la Rolls-Royce Mansory. Une autre chose que nous avons trouvé cassée dans la dernière vidéo est le support du moteur. Le support du moteur se trouve normalement ici, et c'est littéralement la seule chose sur laquelle le moteur est monté, sur le cadre auxiliaire. Et regardez ça, c'est la fonte d'aluminium, toute cassée. En fait, on ne sait pas si cela provient de l'accident ou si ça s'est réellement produit. Mais autre chose, c'est rempli d'huile, il y a des fuites d'huile partout. Donc c'est une chose que nous allons devoir changer, parce que c'est complètement cassé. Est-ce que je fais confiance à l'autre partie? Absolument pas. C'est en fait le support du moteur qui est cassé. Je l'ai déboulonné ici avec les 4 boulons qui le maintiennent. Et je vais remplacer le support du moteur ainsi que le support du moteur rempli d'huile de l'ancienne Rolls-Royce pour mettre celui de Mansory. Et comme la fonte d'aluminium du côté conducteur s'est cassée, je vais aussi remplacer celle du côté passager. Maintenant, en revenant au sous-châssis, nous remplaçons toutes les conduites hydrauliques en nous assurant de maximiser toutes ces pièces qui n'ont fait que 1500 km. Ok, nous devrions maintenant être en mesure d'abaisser la voiture et de marier le sous-châssis avec la voiture et d'insérer les boulons. Ensuite, on pourra se concentrer sur le boulonnage du reste. Allons-y. La Rolls-Royce descend sur le châssis d'occasion. Nous devons aligner le châssis avec les trous des boulons, mais avant cela, il faut d'abord brancher quelques connecteurs électriques. Ensuite, nous pourrons commencer à mettre les boulons en place. Une fois que nous avons posé 2 boulons, nous pouvons commencer à soulever la Rolls-Royce. Ça continue de monter. Le sous-châssis est en place. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. On a fait des progrès. Ce qui est bien avec ça, c'est que le châssis qui est droit est maintenant monté sur la voiture de Rashford. On peut voir que le cadre est bien droit, parce que le sous-châssis est vissé dessus. S'il était tordu, on n'aurait pas pu boulonner le cadre auxiliaire. Donc ça, c'est bien. Ce qui m'inquiète, c'est l'arrière. Jusqu'à présent, tout va bien.
les 2 derniers boulons du cadre auxiliaire pour le relier à l'avant. Ça va là. Mais après avoir posé ce boulon, nous avons constaté d'autres dégâts. C'est tordu? Oh, ça pourrait être tordu. Regarde ce morceau. Ouais, c'est plié. c'est plié, c'est vraiment plié. Et regarde ici aussi, c'est plié. Si tu prends un peu de recul, recule un peu Matt. C'est plié. Donc voici pourquoi nous avons acheté une autre voiture. Parce que tout cela se serait accumulé. Ça aurait été une fortune. Mais maintenant on peut juste aller voir sous et obtenir tout ça. On dirait que la barre de collision inférieure est tordue. Et la barre qui le relie au châssis. Nous allons donc devoir les remplacer. Mais avant cela, je vais poser les 3 boulons de chaque côté qui maintiennent les supports du moteur sur le sous-châssis. Et une fois que je les aurai mis en place, je pourrai commencer à mettre en place la barre anti-roulis. C'est la plus grosse barre anti-roulis que j'ai jamais vue. Et elle est traversée par du liquide hydraulique. Je suppose que c'est juste pour raidir la suspension, parce qu'elle est très lourde. J'ai maintenant monté la barre anti-roulis sur le châssis, il me reste à raccorder toutes les conduites hydrauliques à la barre anti-roulis, puis à ce point sous la voiture, où elles se rejoignent toutes. Après cela, je dois m'assurer de mettre le boulon qui relie la crémaillère de direction à la colonne de direction. Il est temps de redescendre la voiture et je peux maintenant enlever cette barre de support du moteur, car le moteur est juste soutenu par le sous-châssis maintenant. Cela fait, je passe au côté gauche de la voiture. Je pose le bouclier thermique, je branche les connexions électriques sans oublier toutes les protections en plastique. Nous devons faire en sorte que cette voiture ait l'air aussi neuve qu'elle est en réalité. J'ai récupéré la jambe de suspension d'occasion dessous, je l'ai nettoyée et je l'ai mise en place. Ensuite, le moyeu de la roue se connecte au bras supérieur. Après cela, on monte le disque de frein, puis l'étrier de frein. En veillant à ce que je n'oublie pas de brancher toutes les connexions électriques, et bien sûr la conduite de frein. Mais j'ai ensuite trouvé quelque chose d'un peu différent. J'ai accidentellement mis le disque de sous sur celui-ci. Et vous pouvez voir que la plaquette de frein n'est pas tout à fait en place sur le disque. Et vous pouvez voir que le bouclier thermique est plus haut que le disque. Donc nous pensons que le disque est différent. Puis lorsque nous avons jeté un coup d'œil au disque Mansory proprement dit, qui est en fait un disque BMW, vous pouvez voir que la lèvre ici est beaucoup plus courte que la lèvre ici. Donc nous espérons qu'en changeant simplement le disque, tout ira bien et que les moyeux de roue ne seront pas différents. Mais je vais invertir les disques et j'espère que ça fonctionnera. Alors est-ce que Rolls-Royce a changé les disques sur le nouveau modèle facelift? Je suppose que nous sommes sur le point de le découvrir. Ouais, regardez cette mesure, c'est beaucoup plus important. Ils ont donc amélioré le disque. Mais c'est en fait plus long, n'est-ce pas? Ils ont amélioré les disques. Mais maintenant, je crains que le moyeu de la roue soit également différent. Je mets donc maintenant le disque d'origine sur le moyeu de la roue d'occasion. Ouais, c'est mieux. Nous avons donc appris une chose, ils ont amélioré les disques de frein sur le badge noir, ou le modèle plus récent, l'un ou l'autre. Alors, si vous avez une Rolls-Royce à la maison, comme ça, vous le savez. Donc c'est une bonne nouvelle, le moyeu de la roue semble être le même et la seule chose qu'il semble avoir changé est le disque de frein. Nous pouvons maintenant relier les boulons au sommet de la jambe de force et nous avons quelques autres choses à changer. Cette partie inférieure ici qui est pliée, cette barre de collision avant inférieure qui est également pliée, le klaxon aussi qui est pratiquement mort, et aussi il est censé avoir un radiateur plus bas. À côté de cela, ces conduites de liquide de refroidissement sont censées mener à une bouteille de liquide de refroidissement, qui se trouve ici, derrière l'aile. Alors nous revenons vers Sue pour la dépouiller encore un peu plus. Nous devons nous atteler à démonter complètement l'avant pour pouvoir accéder au radiateur et à toutes les pièces dont nous avons besoin. Regardez ça! Hey! Super. Sue est un faux badge noir, parce que ceci, sur un badge noir, ceci est tout noir, et celui-là est chromé. Regarde, quelqu'un l'a peint. Donc en fait, c'est un gros bidon. Et elle disparaît en dessous. La casquette se lève. Juste pour que tout le monde le sache. Je parie que tout le monde voulait savoir. Dis-lui de se taire. Nous faisons des progrès. Et beaucoup de ces choses qui sont retirées de sous valent encore pas mal d'argent. Grand moment. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous. On enlève la grille, ce qui nous permet d'accéder au reste du pare-choc. Wouhou! Tu l'as? Oh! Je pensais pas enlever un pare-choc comme ça. Nous y voilà! Le pare-choc dessous. Quelle est la bonne nouvelle? C'est pas plié. Et on dirait que c'est le même. Et il y a un radiateur. Le voilà. On dirait que c'est le même aussi. Ça se présente bien. Et qu'en est-il de celui-ci? T'en penses quoi? Ça a l'air droit, si tu veux mon avis. Est-ce que c'est le même? Parce que le phare est différent. Il a l'air tout à fait identique, à part le fait qu'il est droit. Donc ce que tu dis, c'est que Rolls-Royce a fait payer à ses clients 60 à 70% de plus que le modèle de la génération précédente pour 2 phares
et un pare-choc, c'est ça? C'est ce que tu dis, Matt? C'est toi qui l'as dit, pas moi. Et quelques disques. Ah, et quelques disques de frein aussi. Tu ne sais pas ce que je fais, Mathieu? Moi si, mais dis-le aux téléspectateurs. J'enlève ce radiateur. J'enlève cette partie de... sous. Sous. Je récupère le liquide. Il s'est détaché du poteau. Nous y voilà. Le radiateur inférieur avant est enlevé. Maintenant, nous retirons le phare pour pouvoir accéder au support derrière lui que nous devons remplacer sur celui de Mansouri. Il semble que même si Sue a des phares et un pare-choc avant différents, tout ce qui se trouve en dessous semble être identique à la version liftée. Sue ne se laisse pas faire... Ah! J'ai enlevé l'arceau de sécurité inférieur de l'avant et mon père est en train de travailler pour sortir la bouteille de liquide de refroidissement. Une fois qu'il a fait cela, nous sommes de retour sur la Mansouri. Et nous pouvons maintenant enlever les pièces cassées et les échanger contre les bonnes. Je vais maintenant chercher à savoir si toutes ces pièces sont identiques. Car si ce n'est pas le cas, je vais avoir de gros problèmes. La première chose que je vais changer, c'est la barre de protection inférieure. Tout est installé et tout était pareil. La seule chose qui diffère, c'est ce capteur de radar qu'ils n'ont pas sur l'ancien modèle. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il s'agit d'un ancien modèle et qu'il y a encore le trou pour le boulon. Juste ici. Alors c'est comme s'ils savaient qu'ils allaient le mettre à l'avance. Bien joué! Il y a une seule victoire. La deuxième victoire sera le klaxon, et c'est exactement la même chose bien sûr. Ensuite, nous passons à ce support ici qui maintient le phare en place, et aussi l'aile, et ça a l'air bien. Il a exactement la même apparence et s'ajuste de la même façon. Passons maintenant à ce radiateur inférieur qui fait partie du système de refroidissement de la charge, je crois. Ce radiateur est en fait boulonné au support du phare, et comme vous pouvez le constater, tout est bien ajusté. Ensuite, les tuyaux ici, qui vont jusqu'à la bouteille de liquide de refroidissement derrière l'aile, sont cassés. Mon père doit donc les retirer de celui de la Mansouri et aller les chercher chez Sue. C'est la première fois que je vois une bouteille de liquide de refroidissement qui se trouve derrière une aile. Mais peut-être qu'ils ont simplement manqué de place dans le compartiment moteur. Ce gros V12 biturbo leur prend certainement beaucoup de place. Maintenant, mon père a mis les tuyaux d'occasion et la bouteille de liquide de refroidissement d'occasion. Il s'est rendu compte à l'endroit où le tuyau de liquide de refroidissement rejoint le tuyau de remplissage que la partie du tuyau est en fait cassée. Alors il est allé chercher celle dessous et maintenant il doit aussi la remplacer. Vous pouvez voir qu'en bas, tout s'est cassé. C'est pour ça que nous avons Sue. Sue! Oh, j'étais rapide sur ce coup-là. Il aurait fallu attendre pour commander ça. Ouais, on aurait obtenu cette pièce ici pour pouvoir la construire. Ouais. Et ensuite commander ça. Et on devrait attendre encore 5 jours pour la livraison et tout le reste. Et on mettrait ça et on trouverait autre chose. Ouais. Alors les gens se disent, pourquoi t'as acheté une voiture donneuse? Eh bien pour avoir des vidéos plus rapidement. Et comme ça on peut dire aussi Sue. Sue! C'est exact. Un autre avantage d'avoir une voiture donneuse. Si nous trouvons des pièces qui sont cassées, cela ne nous coûte pas plus d'argent. Et nous pouvons les obtenir instantanément. Donc ça devrait être tout ce qu'il y a à l'avant. Ça devrait nous permettre de faire rouler la voiture en dehors de tous les fluides. Mais l'arrière n'a toujours rien. Et une chose que nous devons mettre, c'est un réservoir de carburant. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, nous avons remarqué que le réservoir d'essence avait pris un coup. Il avait une énorme bosse, un trou, et beaucoup des supports qui le tenaient étaient tordus. C'est donc une autre chose que nous devons changer. Bonjour. Je vais commencer par retirer les tuyaux de remplissage du réservoir d'essence dessous. Ensuite, mon père et moi pourrons le soulever lentement. Je l'ai. 1, 2, 3. En bas. Qui a mis autant d'essence dedans? C'est toi? Ouais. Maintenant, Matt, je vais te poser une question. Cette unité de réservoir, avec la pompe là, ouais, a fait 80 000 km. Ouais, ça va être supprimé. Il faut qu'on utilise l'autre, celui-là. Ouais, l'échanger. Ouais, on va le changer. Comment on le change, Tony? Cet anneau se verrouille sur ces derniers. Et quels outils Rolls-Royce utilise? Marteau et tournevis. Oh, ça a marché. Et voilà. Oh mon Dieu! Regardez ces fils. On dirait que c'est un capteur de niveau et tout ce qu'il faut. Ouais, mais normalement, tout est lié à ça. Est-ce que tout le monde est d'accord pour garder l'ancienne pompe à essence? Ouais, on l'a définitivement changé. Ouais, il est tout neuf celui-là. 1500 km. 1500 km, il s'est juste sali en venant de là jusqu'ici. On le met en place. Dès qu'on a posé les yeux dessus, on a cru que cette pompe à essence allait se casser. Donc nous avons décidé de ne pas la changer. Mais je pense qu'il serait assez rare qu'une pompe à essence tombe en panne. Surtout celle qui se retrouve dans le réservoir. Mais qui sait?
Je suis en train de tout brancher. Ensuite, nous pouvons soulever le réservoir d'essence et commencer à poser les boulons de fixation du réservoir qui maintiennent le réservoir sur le châssis de la voiture. Ensuite, je branche les tuyaux de remplissage et je m'assure que tous les colliers sont bien serrés. Et voici un réservoir de carburant d'occasion qui est en place. Donc, tout comme l'avant, la jambe de force arrière est également cassée, pliée, HS. Nous allons donc la remplacer par celle-ci et mettre en place celle dessous. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de procéder. Doit y avoir une meilleure procédure pour ça. Ouais. La seule chose qui retient la jambe de force à la voiture, ce sont ces 3 boulons supérieurs. Et nous pensions qu'ils étaient juste à l'intérieur du coffre, mais ce n'était pas le cas. Oh. Non. J'ai même pas regardé, mais au vu de ta réaction, je sais ce qui va se passer. Comment je peux atteindre les boulons supérieurs? L'extérieur de l'intérieur. Ouais, l'intérieur. Ok, c'est parti. Le pire, c'est que je peux même pas sortir les sièges avant pour faire ça. Parce qu'on ne peut pas ouvrir les portes. Parce que la voiture est sur la rampe. J'ai un plan, Matt. On va le faire en équipe. Il va falloir que je commence à essayer de faire sortir ça. Et il va falloir que tu passes les outils. Parce que j'arrive pas à entrer et à sortir avec les outils. Je suis donc une femme à outils. Ouais. Ah, tu plaisantes. Comment tu les fais sortir? Il semble donc que pour atteindre les écrous qui maintiennent l'amortisseur, nous devions retirer la tablette arrière. Et pour retirer la tablette arrière, il semble que nous devions retirer le siège arrière. Mais quand vous allez dans le coffre, il n'y a littéralement pas d'écrous et de boulons qui maintiennent les sièges arrière. Il est donc certain que tout doit être fait depuis l'intérieur de la voiture. T30. Il a dit 30. Voilà ce dont il a besoin. J'ai trouvé un T30 qui retenait la partie inférieure du siège. Mais je pense alors que toute la banquette arrière était une unité complète. Oh, la porte secrète. Oh, c'est un secret. C'est tout. Il s'agit de ces 2 boulons et de ces 2 autres. Et je pense qu'on pourrait être bon. Pendant que nous essayons de comprendre ce qui se passe sur la Mansory, mon père essaie de comprendre ce qui se passe sur Sue. T'as pas besoin de le retirer. Ah non? Non. D'accord. Tu dois enlever tous les sièges arrière. Et l'étagère aussi. Quoi? Donc on va le fermer. Il semble qu'il ait compris exactement la même chose que nous. Une autre porte secrète. Tout doit être fait de l'intérieur. Comment est-ce qu'on va sortir ça? La banquette arrière était complète, et le seul moyen pour nous de la sortir est de passer par les fenêtres. C'est une chance que la Rolls-Royce ait des fenêtres sans montant. On a réussi! La prochaine étape est... je pense que ceux-là, on peut les tourner à la main. Tout ça, c'est pour une suspension. T'imagines toutes les heures de travail que Rolls-Royce facture pour changer ses suspensions? J'ai l'impression que ça va le bloquer. Eh bien, il faut aussi enlever la garniture de toit. Maintenant, il semble que la garniture du montant B bloque la sortie de la plage arrière. Il y a une autre chose que nous devons supprimer. Oh, d'accord. Oh! Ok. Tout ça pour une suspension. J'arrive pas à y croire. Et de retour chez Sue, il y a des progrès. Ah ouais, c'est ça. Et maintenant, j'ai compris que je dois retirer la carte de la porte arrière pour enlever cette tablette. Parce qu'elle la bloque aussi. C'est une quantité énorme de travail, juste pour atteindre les 3 boulons qui maintiennent la jambe de force. Ouais! Tu les vois? Non. Ah, pourquoi tu fais la fête alors? Ah! Maintenant, même si j'ai enlevé la tablette arrière, je ne peux toujours pas accéder aux boulons. Ils sont tous sous cette isolation phonique. Retour au coffre à outils, mesdames et messieurs, je m'en occupe. Et on est reparti. Ils sont juste là. Finalement, j'ai pu les atteindre. Ouais! On a pu le sortir, regardez ça. Et de retour à Sue, il semble qu'il y ait des problèmes. Tu passes une bonne journée, Tony? Excellente journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey! Nous y voilà! Il faut juste qu'on la nettoie, et tout sera bien. Quel travail c'était! Juste pour 3 boulons, qui auraient pu être dans l'autre sens. Pourquoi n'ont-ils simplement pas agrandi et n'ont-ils pas fait en sorte que les boulons soient orientés vers le bas? Pourquoi? Ils ne veulent manifestement pas que des gens travaillent sur leur voiture. Nous avons maintenant la toute nouvelle jambe de suspension d'occasion. Maintenant, mon père va la guider en place sur la Rolls Mansory et je vais mettre les écrous sur le dessus. Et en parlant d'occasion flambant neuve, c'est un joli t-shirt que vous pouvez vous procurer grâce au lien dans la description. Une fois cette jambe de force en place, nous pouvons nous intéresser au sous-châssis arrière. Nous allons essayer d'utiliser le différentiel d'origine car il n'a que 1500 km. Et tout ce qui est original de la voiture Mansory parce qu'elle est presque neuve. Alors, mon père et moi démontons le différentiel du cadre secondaire d'occasion et nous enlevons les disques de frein.
ainsi que tout le mécanisme de frein à main, pour le remplacer par celui de Mansory. Heureusement qu'on a démonté celui-ci, parce que... Regardez, c'est aussi de la fonte d'aluminium qui est à nouveau cassée. Oh mon Dieu! Quoi, c'est même pas sur le côté qui était dans l'accident? Tu penses que le petit Rashford a fait quelques tours de frein à main? Il était en train de rouler. Ouais, pour impressionner les filles. Génial, ça a été déplacé. On essaye de le faire bouger avec un frein à main serré. Une autre bonne raison pour laquelle nous avons une voiture donneuse. Plus de dégâts inattendus sur la Mansory. Mais maintenant, le cadre auxiliaire est prêt à être remonté sur la voiture. Et nous avons essayé de l'alléger au maximum pour rendre ce travail aussi facile que possible. Nous allons donc abaisser la voiture et essayer ensuite de faire passer les boulons du sous-châssis dans le sous-châssis et de le boulonner au châssis, puis ajouter le reste de la suspension au châssis une fois que la voiture est en l'air. Et jusqu'à présent, notre plan semble fonctionner. Un extra en option. Tu l'as amélioré. Amélioration. Première amélioration effectuée. La bonne nouvelle, c'est que le sous-châssis s'est aligné sur les fixations d'origine. Nous savons donc que nous avons un sous-châssis droit et une voiture droite parce que ils se rejoignent tous les deux. La mauvaise nouvelle pour moi, cependant, c'est que lorsque vous vérifiez cette voiture sur carte verticale, elle affiche toujours les photos où elle est endommagée, alors qu'il s'agit d'un contrôle en bonne et due forme, sans financement en cours, sans fraude sur le kilométrage et sans dossier d'avarie. Nous avons expliqué pourquoi dans la dernière vidéo. Maintenant, je vous expliquerai plus tard, mais il nous reste encore le reste des composants à mettre sur ce sous-châssis, alors faisons-le et je vous expliquerai un peu plus tard. Ensuite, il y a cette énorme barre anti-roulis avec les conduites hydrauliques qui y sont connectées. Nous avons placé la barre anti-roulis sur le châssis et maintenant je raccorde les lignes. Là encore, nous avons utilisé l'arceau de sécurité de la voiture d'origine. Le point suivant est le différentiel, encore une fois, de la voiture d'origine. Nous l'avons mis sur un support de bois de vitesse et nous allons la pousser en place puis serrer tous les boulons du sous-châssis, ce qui s'est en quelque sorte déroulé comme prévu. Ah, tu sais ce que je viens de penser? Tu l'as monté trop tôt. Oh. Oh. Ramène ton bateau au rivage. Comme j'ai monté le différentiel en premier, je n'ai pas pu mettre l'arbre d'hélice par la suite. Je dois donc desserrer le différentiel pour mettre l'arbre d'hélice. Ensuite, je peux commencer à remettre en place tous les autres éléments de la suspension de la voiture d'origine du côté droit, parce qu'elle n'a pas été endommagée. C'est une technique comme une autre. Vous le savez, j'utilise toujours carte verticale pour vérifier les voitures, principalement parce que ça vous permet de découvrir de nombreux secrets cachés sur la voiture que le vendeur pourrait ne pas vouloir vous dire. Vous vous souvenez qu'on a dit que Rashford faisait des tours de frein à main? Ouais, et qu'il l'avait cassé? Je croyais que c'était boulonné. J'ai enlevé les boulons et devinez quoi? Le morceau s'est cassé. C'est pas un boulon. Non. On doit utiliser sous. Il faut qu'on remplace tout le moyeu. J'arrive pas à y croire. Celui qui fait la fonte, il a pas fait un bon travail, pas vrai? Ouais, celui qui fait la fonte d'aluminium là-dessus, c'est deux bouts cassés sur cette Rolls-Royce. Le support de moteur est cassé et le frein à main est cassé. Il semble donc que nous allons devoir changer tout le moyeu juste à cause de ce frein ici. Cela me rend de plus en plus reconnaissant pour Sue, qui a également un contrôle de carte verticale impeccable. Vous pouvez vérifier votre voiture en utilisant carte verticale et obtenir 20% de réduction sur la vérification avec le lien dans la description et en utilisant le code qui apparaît à l'écran en ce moment même. Remercie-moi plus tard lorsque vous découvrirez une histoire cachée sur votre voiture. On continue. Ok, tout le châssis arrière est en place. On ne s'attendait pas à utiliser beaucoup de ce côté. C'est pourquoi il est si sale. Donc je pense qu'on va probablement décaper tout ça et nettoyer le tout pour que ça ait l'air propre comme l'autre côté. Mais on doute un peu de ce différentiel arrière maintenant, parce qu'après avoir fait tourner les roues, ça n'est pas super lisse. Et je me demande si, en arrachant l'arbre de transmission, ça l'avait endommagé ou non. Nous savons qu'il n'y a plus d'huile, alors nous devons faire le plein d'huile maintenant. Et il y a une façon spéciale de le faire. Et je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Ensuite, nous aurons plein d'autres fluides à mettre avant de pouvoir conduire ça. Est-ce que ça s'est desserré ou ça s'est cassé? Ah, ça s'est desserré. Ok. Si j'ai raison, et ce n'est qu'une supposition parce que j'ai pas de manuel Rolls-Royce, on remplit littéralement ça jusqu'à ce que ça commence à sortir. Et on aura besoin d'une seringue pour ça. Ah, l'huile de transmission pue. Ça pue. Ok. J'ai l'huile de différentiel. Alors, il suffit de l'injecter. Et en voilà un. C'est ce que font les médecins, n'est-ce pas?
Oh, je crois que c'est en train de sortir maintenant. Ah ouais, c'est définitivement en train de sortir. Ouais, c'est en train de sortir. Ça a pas pris beaucoup. Ouais, c'est en train de sortir. Tu crois qu'il te ferait payer combien chez Rolls-Royce pour ce service? J'imagine que c'est un service à 3000 livres. Boum! Après avoir fait la pointe d'huile dans le différentiel, il est temps de s'intéresser à d'autres liquides dont la voiture a besoin. J'ai l'impression que ça ressemble à la BMW M5, où on ne peut simplement pas purger les freins. On ne peut pas purger les freins normalement, parce qu'en dessous, à l'intérieur, il y a une énorme pompe ABS. Et tout l'air semble s'accumuler là-dedans. Donc nous avons dû utiliser le lecteur de code pour purger les freins. Ce que je vais faire en premier, c'est une façon normale de le faire. Et ensuite, si ça fonctionne pas, on essaiera la méthode du lecteur de code. La première étape consiste à retirer le bouchon du réservoir de frein et à compléter le liquide de frein, bien sûr, avec du liquide de frein Valvoline. Et étant donné que nous sommes l'équipe Valvoline, une fois que nous avons mis le DOT 4, nous passons à l'étape suivante. Easy Bleed, alias Monsieur Push. Maintenant, Monsieur Push, comme j'aime l'appeler, va se visser sur le réservoir de frein et vous pouvez voir un tuyau qui sort de ce bouchon dans la bouteille de Monsieur Push. Puis, un autre tuyau qui part de là, qui descend et se connecte à la valve d'un pneu. Et il va utiliser l'air de ce pneu pour pressuriser le système de freinage. Nous y voilà. Ah, regarde, il a déjà poussé une charge de liquide à travers. Donc, la pression va à cet endroit. Maintenant, je crois que ça va de l'arrière gauche à l'arrière droite, de l'avant gauche à l'avant droite. Je crois que c'est comme ça que ça marche. L'air est donc expulsé du pneu par cette ligne dans la bouteille de Monsieur Push, qui est remplie de liquide de frein DOT 4. Ensuite, une autre ligne part de Monsieur Push et arrive dans le réservoir de frein. Il ne me reste plus qu'à faire les tours des étriers de frein et à casser le mamelon de purge. Et Monsieur Push devrait pousser tout l'air en dehors du système de freinage. Vous pouvez voir qu'il fonctionne à l'arrière droit, puis à l'arrière gauche. Ensuite, je passe à l'avant gauche et à l'avant droit, en veillant à fissurer les deux mamelons de purge des étriers avant, car il y en a 2 sur chacun d'eux. Il est vraiment plein. On va le tester. Allez, marche s'il te plaît. Cet intérieur a besoin d'un bon nettoyage. Oh, oui. Mais attends. Voyons si on peut obtenir une pédale dure. Ouais, va falloir qu'on la branche. Ou alors, on fait la même chose que... On va la brancher, mais on verra. Je pense que ce sera la même chose que pour la M5, où on a dû la brancher et suivre une procédure spéciale. Je peux me tromper, mais ouais. Tout le liquide de frein sortait littéralement à chaque coin. On l'a vu. Mais il y a encore de l'air, et je pense que l'air se trouve dans la boîte ABS. L'étape suivante consistait donc à brancher mon outil de diagnostic et à voir si nous pouvions purger les freins électroniquement. Je pense que... l'entretien. Au service basé sur les conditions. Service basé sur les conditions. Mais il semble que mon outil de diagnostic n'ait pas l'option de purger les freins électroniquement, contrairement à ce qu'il faisait lorsque nous avions la M5. Je vais même essayer de la scanner en tant que BMW pour voir si je pouvais la tromper en pensant qu'il s'agissait d'une BMW, et ensuite voir si elle se purgeait de cette façon. Mais ça n'a pas fonctionné. Ma seule option était donc de continuer à faire une procédure de purge moi-même, et ce encore et encore. Ouais, c'est comme si... Mais ça ne fonctionnait pas. C'est comme s'il n'y avait pas de plaquette de frein. Il semble qu'il n'y ait plus d'air dans les étriers de frein, mais je pense que l'air était piégé dans cette pompe ABS. Et je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'essayer de la faire sortir. La seule autre option était d'essayer de démarrer la voiture, puis de purger les freins lorsqu'elle était allumée. Mais pour que je puisse la démarrer, je dois y ajouter le liquide de refroidissement pour qu'il ne surchauffe pas. Ensuite, le liquide de refroidissement. Là encore, il ne s'agit pas d'une simple tâche consistant à verser le produit. On a un réservoir de liquide de refroidissement pour le moteur, qui descend en bas, et qui va dans ce grand réservoir sur le côté. Et puis, aussi un réservoir de liquide de refroidissement pour le système de refroidissement de la charge. Sur la BMW M3, nous n'avons eu qu'à remplir le côté vide du liquide de refroidissement, le côté moteur, et nous l'avons simplement versé là-dedans. Et ça fonctionnait très bien. Je vais donc suivre cette méthode. Remplissons-le de liquide de refroidissement. On devrait pouvoir la faire fonctionner, et ensuite on essaiera les freins. Oh, et il nous reste encore à installer la direction assistée. Et je pense que ce liquide de direction assistée utilise également le même liquide pour les barres anti-roulis. J'en avais jamais entendu parler auparavant, mais je pense que c'est le cas. Nous avons donc sorti l'aspirateur. Nous l'avons utilisé un nombre incalculable de fois sur cette chaîne. Et si vous ne savez pas encore ce que ça fait, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, parce que nous l'utilisons régulièrement.
De plus, si vous vous abonnez, cela vous permettra d'être connu au courant de cette construction complète. Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle est qu'il semble que tout le système de refroidissement tienne le vide. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de fuite. Maintenant, nous prenons notre liquide de refroidissement Valvoline et nous nous assurons qu'il n'y a pas d'air dans la conduite. Et nous allons connecter cela au vide qui a été tiré du système de refroidissement. Et maintenant, il va aspirer tout le liquide de refroidissement dans le système de refroidissement, ce qui permettra de s'assurer que nous n'aurons pas de sas. Et comme il n'y a pas de sas, cela signifie que la voiture ne surchauffe pas. Jusqu'à présent, ça se présente bien. Nous allons ensuite retirer le remplisseur à vide et compléter le reste du liquide de refroidissement, puis verser le liquide de refroidissement du côté du refroidissement de la charge. Ce système de refroidissement sert uniquement à refroidir les 2 turbos qui se trouvent sur cette voiture. Et je ne pense pas qu'il faille faire le vide dans ce domaine. Puis après cela, il suffit d'ajouter le liquide hydraulique pour la crémaillère de direction et les barres anti-roulis. Bon. Alors, on la démarre. On voit si elle prend la température. On purge les freins. Ouais, si elle monte en température, on purge les freins. Si on peut purger les freins, on peut mettre les roues et on peut commencer à rouler et attaquer cette porte. Je pense qu'on a un peu de pression sur les freins, ouais. C'est suffisant pour commencer? Je pense, ouais. Donc je mets le contact. J'avais juste besoin de rajouter un peu de liquide hydraulique maintenant qu'il a fait le tour du système. Ensuite, on vérifiera à nouveau les freins. Le liquide de refroidissement est bon des 2 côtés. On essaye de purger les freins à nouveau? D'accord. C'est vraiment spongieux, n'est-ce pas? C'est comme si on n'avait pas de pédale de frein. Oh mon Dieu. C'est comme si on n'avait rien. Je ne sais pas quelle différence cela aurait fait de faire purger les freins avec la voiture en marche, mais très clairement, aucune différence. Oh, pourquoi ça fonctionne pas? Je vais casser la pédale. Il doit y avoir une procédure à suivre avec l'hôtel. Il faut que ce soit le cas. Vous avez remarqué que tout ce que nous avons fait est vraiment anti-bricolage? Ça va s'arrêter, mais ça ne s'arrêtera pas tant qu'on n'en aura pas vraiment marre. Alors, même si nous n'avons pas réussi à purger correctement les freins, je voulais quand même tenter de déplacer et de conduire cette voiture. Étant donné que nous avons maintenant le châssis avant, le châssis arrière et le différentiel, ainsi que le nouveau réservoir d'essence, ça devrait techniquement rouler. J'ai donc enlevé les roues dessous, et nous pourrons descendre la voiture et essayer de la déplacer pour la première fois depuis l'accident. Pourquoi l'arrière est si haut? Le problème, c'est que nous n'avons pas branché la suspension arrière. Donc la voiture n'a aucune idée de ce qu'elle doit faire avec la hauteur de caisse. Il est temps de la faire rouler pour la première fois depuis l'accident. Ça marche? Et jusqu'à présent, tout va bien. Elle roule. Mais l'arrière de la voiture est tellement haut. Est-ce qu'elle a bougé? Elle était pas comme ça il y a une seconde. L'avant a monté! L'avant a monté! Regarde ça! Oh ouais. On dirait qu'elle est en train de se mettre à niveau. Et l'arrière aussi. Ouais! Ouais! Il fait une roue. Ouais! Elle est passée de comme ça à comme ça. Je pense pas qu'on est censé conduire des Rolls-Royce quand ce truc est branché. Non, je crois pas. Je pense aussi qu'on est censé avoir des airbags et aussi avoir des freins. Et aussi, ce qui va être un problème, si on conduit, c'est que ça va s'ouvrir comme ça. Donc, tout le monde est d'accord pour l'enlever? Oui. Nous allons devoir remplacer toute cette porte passager de toute façon, ainsi que le rétroviseur et la vitre. La seule chose qui vaut la peine d'être conservée sur cette porte est la carte de porte. Donc avant de démonter la porte, je vais d'abord retirer la carte de porte en m'assurant de ne rien casser. Parce que je suis à peu près sûr que cet intérieur Mansory coûte environ 33 000 livres sterling. Ce qui est absolument scandaleux. Maintenant que j'ai déclipsé la carte de porte, je dois retirer toutes les connexions électriques de celle-ci et je peux maintenant commencer à retirer la porte de la voiture. La première étape consiste à déconnecter l'électronique du châssis de la voiture. Ensuite, il y a le boulon pour la sangle de contrôle, puis un boulon qui maintient la charnière supérieure et un boulon qui maintient la charnière inférieure. Nous sommes sur le point d'enlever cette porte. Et maintenant, elle est prête pour le premier trajet en voiture. Il est temps pour rouler en Rolls-Royce, sans frein, avec une seule porte et un volant vraiment sale. Ça bouge? Elle est énorme! C'est la première fois que tu conduis une Rolls-Royce Race? Ouais, c'est énorme! C'est ridicule, tu sais pas où est le reste de la voiture. Il est sorti de l'unité! Regardez, il s'en est sorti! Ouais! Ouais!
On y était. Je conduis effectivement la vieille Rolls-Royce de Rashford pour la première fois depuis l'accident. Quelle voiture! J'ai pas de frein. Il y a tous les témoins lumineux du tableau de bord. C'est une blague. Nous roulons dans la vieille Rolls-Royce de Rashford. Ouais. Elle n'a pas l'air en très bon état, je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais quelle réussite d'avoir pu arriver à ce moment-là. Nous avons fait un pas de plus maintenant. Ok. C'est bien. Elle fonctionne à la perfection. C'est la première fois que je conduis une Rolls-Royce Race. J'avais pas imaginé que ça se passerait ainsi. Mais bon, on ne peut pas choisir, n'est-ce pas? On ne peut pas choisir. On doit résoudre le problème des freins. Il faut tous les airbags, il faut réparer les dégâts sur la custode arrière. Il y a encore beaucoup à faire. Regarde tous ces poulets. Like a drug that I just can't deny.